démarre comme ça. Je suis sur un campus d'une université de l'Est des États-Unis. On m'a demandé d'aller là-bas pour 5 colonnes à la une, qui était une émission de télévision prestigieuse et très importante de l'époque, mensuelle, et où je faisais donc des courts-métrages avec un réalisateur, des techniciens et tout. Et ce court-métrage était destiné à décrire, raconter la vie universitaire aux États-Unis. C'est normal qu'on me l'ait demandé, puisque quelques années auparavant, j'avais été étudiant à l'étranger. Donc il n'y avait pas de hasard si j'étais sur le territoire américain. Hein. Alors, évidemment, j'aurais pu y être 3 mois avant ou 3 mois plus tard, mais là, il se trouve que j'y étais. Bon. Et nous sommes en train d'interviewer, les midi et demi, un prof de lettres américain, mais qui parle très bien le français. Quand je vois arriver du fond du campus un garçon que j'ai vite identifié comme étant celui qui nous servait de guide et qui agitait ses bras de façon frénétique, hystérique, en hurlant une phrase qu'on a vite comprise, qui disait on a tiré sur le président. En anglais, "The president has been shot". Et il n'arrêtait pas, d'ailleurs, il a fallu qu'on le calme, il était dans un état d'hystérie et de douleur, hein, de chagrin, il pleurait, il avait son transistor à la main. Il venait de l'entendre à la radio, il nous apprenait ce que nous n'avions pas pu entendre puisqu'on était en train de travailler. Donc c'est une impression très forte et on se dit, bon, c'est un événement incroyable, on vérifie un peu, il nous donne quelques détails et moi je laisse évidemment de côté ce travail que je fais qui est pour un mensuel et qui est pour la télé et j'ai mon instinct et ma conscience professionnelle de grand reporter, puisque j'étais intitulé grand reporter d'un grand journal France Ce Soir, pour tout de suite aller chercher un téléphone et appeler mon bureau à Paris où on me dit « Qu'est-ce que tu fous là ? Tu prends tous les moyens que tu peux pour te retrouver le plus vite possible à Dallas. Démerde-toi, débrouille-toi, tu pars. » Donc je laisse tomber très discourtoisement mon équipe de télé, qui m'a beaucoup voulu d'ailleurs. Enfin, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Et je prends une voiture et je fais un itinéraire qui dure 2 heures sur les routes américaines pour aller à New York, trouver un avion qui m'a amené le lendemain matin à Dallas. Voilà. Et ma première émotion, ma première impression, c'est la sensation, quand je roulais le long de ces routes, et je traversais certains villages, de voir peu à peu une sorte de prise de deuil d'un pays qui apprenait petit à petit. Il ne faut jamais oublier qu'à l'époque, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de Twitter, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de chaîne de télé toute info permanente. Et donc, les choses s'apprenaient petit à petit. Mais quand même, on voyait bien que les gens se parlaient, ils avaient écouté la radio, quelqu'un avait appelé un autre pour leur dire. Et la vie du pays commençait à se ralentir, même pratiquement se figer. Et quand je suis arrivé en ville, à New York, la grande capitale, alors là, c'était très clair. Les rues étaient encombrées de gens qui regardaient sur les grands écrans de Times Square ou dans les magasins la télé en noir et blanc qui déroulait des événements qui étaient encore en train d'avoir lieu. C'est un événement qui a sidéré littéralement les gens. Donc la ville vivait cela, mais moi, la ville, je n'ai même pas vu. J'ai sauté dans un taxi qui m'a amené au commissariat de police. Hein. Donc je n'ai pas pu mesurer ce qui se passait en ville. Enfin, on avait écouté la radio, j'avais vu dans l'avion même, un avion entièrement silencieux, de gens qui ne faisaient que lire le journal de la veille au soir, puisque c'était le lendemain matin. Et le Texas était quand même partagé, selon moi, entre la honte qu'ils ne disaient pas, parce que pour eux, c'était quand même, ça se passait chez eux, et ça avait quelque chose de terrible. Cette ville qui avait déjà une mauvaise réputation. Il faut voir que Dallas avait le taux de criminalité le plus important de tout le sud-ouest américain. Dallas, c'était une ville où les extrémistes anti-Kennedy, d'ailleurs anti-parti démocrate, hein, étaient très très violents et très présents. Et de nombreuses personnes, d'ailleurs, avaient déconseillé au président de venir sur place. Bon, il a été élu, il est président, on l'accepte. Mais on l'accepte tout en l'accueillant de façon très désagréable. N'oubliez pas que le jour de l'arrivée de Kennedy, c'est-à-dire la veille, le jour de son assassinat, le vendredi, il y a une page entière du Dallas Morning News, qui est un des grands journaux de la ville, qui publie une publicité l'accusant de trahison. Pour vous décrire, moi, ce que j'ai pu ressentir, je n'ai senti que l'atmosphère du commissariat de police lui-même. Hein. Parce que j'ai passé 48 heures pratiquement uniquement dans cet immeuble, entouré de 400 journalistes venus du monde entier, et surtout des journalistes locaux qui étaient eux sur place depuis le début, des caméras de télévision très lourdes, à l'époque c'est des appareils très lourds, des câbles un peu partout, et
à peu près autant de policiers. Une population qui est dans une sorte de huis clos. Et donc, nous essayions simplement de glaner des informations, poser des questions, et puis voir ce garçon que je voyais comme je vous vois, madame. C'est un garçon, il a 24 ans, hein, un gamin. Et Lee Harvey Oswald n'était pas du tout paumé, perdu, hein, ni hébété, hein, comme on l'a écrit. Et il avait sur son visage, ça m'a frappé tout de suite, ça s'appelle un smirk, c'est un rictus, il n'y a pas d'autre terme. Mais pas énorme, pas comme ça, mais quand même une espèce de petit coin de la lèvre là qui semblait indiquer qu'au fond, il n'était pas mécontent de ce qui se passait. Il était enfin sous les projecteurs du monde entier, car je pense que toute sa vie, il a cherché la reconnaissance, il a recherché la gloire, il a recherché faire un geste. 45 minutes après avoir tiré 3 balles, et les preuves sont là, scientifiques, toutes les preuves sont là. Les balles viennent de son fusil, les empreintes sont là, tout a été reconstitué. Donc les gens qui ont vraiment travaillé le dossier ne peuvent pas très longtemps croire qu'il y avait 25 autres tireurs de l'autre côté du gazon. Mais 45 minutes après qu'il ait tiré de l'immeuble, il tue un policier de 4 balles de pistolet dans le ventre parce que ce policier l'interpelle pour l'identifier. Bon, donc après il s'enfuit et il se réfugie dans un cinéma où on l'arrête et là il y a quelques coups échangés. Donc il avait le visage un peu tuméfié, sale gueule si j'ose dire, et en même temps pas si sale que ça, un visage très intéressant, des yeux intéressants mais très fixes, très droits. Tout ça évidemment me captivait comme nous tous. Dans l'après-midi, on était là faire le pied de grue, attendre qu'encore une fois Oswald descende de sa cellule pour se faire interroger, parce qu'il était dans une cellule au 5e ou au 4e étage, je ne sais plus, et il descendait au 3e, accompagné du capitaine Will Fritz, qui était un très bon flic d'ailleurs, un très très bon policier, pour se faire interroger. Donc on était là, traînailler, échanger des infos, bavarder. Et puis il y avait cet homme au milieu de nous qui était ni policier, ni journaliste, habillé un peu vulgaire, hein. On voyait tout de suite qui il était, quoi. Le tenancier de boîte de nuit type du cinéma, encore une fois. Tapotant sur l'épaule, essayant de faire copain avec tout le monde, distribuant des sandwichs, ce qu'on appelle un groupie. Vous savez l'expression groupie. Mais sauf que là, il y a les groupies, en général, ils sont autour des stars de rock. Là, il était autour des flics, des journalistes et de l'événement. Et donc, il s'est présenté à moi, il m'a donné sa carte de visite, truc ridicule, grotesque, avec deux filles à poil, de sa boîte de nuit Carrousel, il nous expliquant qu'il était tenancier d'une boîte de nuit, qu'il nous aurait bien invités, mais qu'évidemment, il avait fermé la boîte en signe de deuil, parce qu'il portait le deuil de son président. Parce qu'il faut bien comprendre que Jack Ruby était frappé par la mort de son président, parce qu'il adorait, il adulait les Kennedy. Et donc, on a bavardé, mais il ne m'a pas dit grand-chose d'important. Et aucun d'entre nous ne pouvait imaginer que le lendemain matin, il allait tuer Harvey Oswald d'une seule balle de pistolet, admirablement bien tiré, dans un geste d'une souplesse inouïe, comme un geste de pro, ce qui a évidemment provoqué tout de suite et déclenché tout de suite la question, s'il fait ça, c'est qu'il a été commandité pour le faire. Et peu de gens ont accepté l'idée, moi le premier d'ailleurs, pendant très longtemps j'ai pensé au complot, que c'était aussi l'acte d'un solitaire légèrement dérangé. Donc, pourquoi il y a autant d'hypothèses? Parce que c'est normal qu'il y ait autant d'hypothèses, parce qu'il y a quand même des éléments de cet événement qui ont interpellé tout le monde. Hein, la provenance des balles, la position, la tête qui part en arrière, alors que normalement, si la tête part en arrière, c'est qu'on lui tire par devant, sauf qu'il a été démontré qu'il y a ce qu'on appelle un jet effect, qui fait qu'on peut très bien, avec une balle qui vous arrive dans la nuque, avoir ce mouvement-là. D'abord, moi, je n'ai pas beaucoup, comment dirais-je, détaillé ces histoires du complot. Mon livre n'est pas là-dessus. Mais j'ai évidemment travaillé la question. Pourquoi tout le monde? Parce qu'il y avait effectivement, objectivement et logiquement, des tas de raisons pour lesquelles on voulait se débarrasser de Kennedy. Il y avait les anticastristes, il y avait la mafia, il y avait les ségrégationnistes, il y avait même peut-être l'argent du pétrole. Il y avait d'autres. Ah oui, il y a aussi la théorie sur laquelle ça aurait pu être Johnson lui-même, vice-président texan, qui donc succède à Kennedy, puisque Kennedy meurt et qu'il prend sa succession. Qui lui succède d'ailleurs dès l'avion. Forcément, parce qu'il faut que le système continue et qu'on démontre au monde entier que l'Amérique ne s'écroule pas et que la Constitution est telle que un président disparaît, maladie, assassinat, ce que vous voulez, on prend sa suite immédiatement. Donc c'est tellement plus intéressant
Et ça a fabriqué en plus une industrie du complot. Une industrie. 40 000 livres, des films, des documents télévisés. Tenez-vous bien, encore aujourd'hui, il y a des congrès aux États-Unis. Donc il y a comment dirais-je, une veine de révisionnisme, j'emploie le terme de façon très sérieuse, qui fait qu'on ne veut pas admettre une vérité, on ne la prend pas pour acquis. D'abord, il représente un tournant de l'Amérique, le début des années 60, il est le porteur d'une nouvelle génération, plus jeune que son prédécesseur, Eisenhower, il tient des discours remarquables, il est brillantissime, il est beau, il est charismatique, il n'y a pas d'autre terme. Quand il entre dans une pièce, les gens sont illuminés, littéralement. Donc tout ça fait de lui, de son vivant déjà, un personnage d'intérêt, d'attraction. En plus, il lui arrive toutes sortes de choses parce qu'on est en pleine guerre froide, il ne faut jamais l'oublier. Il y a deux empires, l'un en face de l'autre, l'empire américain, l'empire soviétique, l'URSS. À l'époque, ça s'appelle l'URSS, avec un patron qui s'appelle Khrouchtchev, qui est un personnage redoutable, et qui d'ailleurs, au début de la présidence de Kennedy, va l'humilier dans une rencontre au sommet à Vienne. Donc il y a des éléments très forts. Tout ça fabrique, il fabrique de l'histoire, cet homme. C'est une vie inachevée, c'est d'ailleurs ça qui le rend passionnant. Il ne se fait pas tuer, il est réélu certainement, il aurait certainement été réélu, il fait 2 mandats, et puis voilà. Il est en train de prendre le job en main, il est en train de prendre la mesure de son métier. Il a donc gagné cette crise des missiles, il sait qu'il va être réélu, donc s'il est réélu, il mettra en route le programme des droits civiques des Noirs. Est-ce qu'il arrêtera la guerre du Vietnam? C'est une question qu'on n'a jamais pu résoudre, car c'est quand même lui qui a envoyé les premières troupes américaines au Vietnam. Toujours est-il que, à l'aune de l'histoire, avec un H majuscule, on ne peut pas juger si c'est un grand président ou pas. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il a quand même marqué son époque, ça sans aucun doute. Et la preuve, 50 ans plus tard, on parle encore de cet homme. Alors on parle de lui parce qu'il y a cet assassinat, et que c'est plus que spectaculaire, c'était extraordinaire. Mais aussi parce que le personnage et sa femme et l'entourage ont captivé, fasciné l'attention du monde entier. Bien, Philippe Labro, merci beaucoup pour votre venue à Brest. Oui.